Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Marianne Dubé. Je suis conseillère pédagogique dédiée aux ressources éducatives libres à l'Université de Sherbrooke. Je fais partie du comité de co-organisation du mois de l'éducation ouverte 2026. Puis au nom du comité, je vous souhaite la bienvenue à la session d'aujourd'hui. Donc, je suis ravie de vous accueillir à cette première vitrine réelle sur une série de trois. C'est une activité incontournable du mois de l'éducation. C'est un événement qui nous permet de découvrir toutes les nouvelles REL francophones de la dernière année. Et je tiens à souligner l'organisation irréprochable de Mélanie et de Claude qui mènent cette activité depuis déjà 3 ans. Donc, merci beaucoup pour cette organisation-là. Avant de leur passer le micro, ce que vous invite à faire, c'est d'ouvrir le panel conversation, donc clavardage, et d'y inscrire votre nom, le poste que vous occupez, votre établissement d'attache. Là, ça va nous faire aussi remarquer que le mois de l'éducation ouverte, c'est un événement qui est interprofessionnel, interordre. Je pense qu'on est un peu plus Canada aujourd'hui, on est moins Europe. Mais bon, aussi, je vais le faire. Donc, grâce à la présence des gens de l'Ontario, on atteint une francophonie canadienne. Oui. Sinon, beaucoup de régions du Québec, donc c'est super. C'est un plaisir de vous voir. Euh, et puis, juste vous mentionner que la séance aujourd'hui est enregistrée. Ça va être disponible sur le site, la playlist YouTube de la Fabriquerelle là, d'ici quelques jours. Donc, sans plus tarder, je laisse le micro à Mélanie Claude pour lancer l'événement. Puis, je vous souhaite vraiment de profiter de la séance d'aujourd'hui avec beaucoup d'ouverture. Oui, merci. Merci, Marianne. Je fais une petite correction parce que tu as dit ça fait 3 ans, mais non, ça fait 5 ans qu'on le fait, nous, la vitrine. Parce que ça a commencé avant le mois de l'éducation ouverte qui a été initié il y a 3 ans, justement, par Marianne, entre autres. Là. Et puis, donc, on a vraiment une tradition, là. Ça fait avec ces années-là. Et puis, depuis le début, ben, c'est avec Mélanie. C'est vraiment une collaboration entre la Fabriquerelle et la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Donc, ma collègue Mélanie, qui a un titre quand même un petit peu particulier, hein, parce qu'on n'entend pas ça au Québec. Hein. C'est les bibliothécaires du droit d'auteur et de l'apprentissage abordable à l'Université d'Ottawa. J'insiste sur le mot abordable parce que on parle de REL aujourd'hui, puis les REL sont vraiment associés à cette question d'abordabilité-là, puis on le fait peut-être pas assez au Québec. Et voilà. Donc, et moi, Marianne m'a présenté rapidement, mais je suis donc conseiller pédagogique à l'Université Laval, mais je collabore à la Fabriquerelle depuis déjà un peu plus de 5 ans, là, justement. Donc, voilà, on est ici, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et merci à Marianne là, pour l'accompagnement et puis l'organisation du mois, entre autres avec Nadia et d'autres collègues. Là, c'est quand même toute une organisation. Vous avez eu la belle programmation. Puis Marianne a dit mois d'éducation, là, c'est corrigé, elle a dit mois d'éducation ouverte. C'est vraiment le mois d'éducation ouverte. C'est vraiment dans une perspective d'ouverture. Les règles s'inscrivent vraiment dans cette perspective-là. Alors, on est content d'organiser ce moment de présentation-là, des réalisations qui sont faites cette année. C'est comme ça depuis 5 ans. On veut vraiment donner une vitrine, comme le nom le dit, faire en sorte que les règles soient un petit peu plus connus parce que on développe ça, on met beaucoup d'énergie, chacun dans son coin, avec des équipes parfois, et puis on veut évidemment que ça soit connu. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là qu'on le fait. Simple, la formule est simple, hein, vous le savez, les personnes qui sont là pour présenter, c'est 10 minutes, et puis on se garde un petit 5 minutes d'échange de questions pour la fin. Donc, ça se fait, ça s'enroule comme ça, et aujourd'hui, on en a 6 présentations.
Donc voilà, puis les gens, évidemment, on peut poser des questions au fur et à mesure via le chat, on peut lever sa main aussi, mais c'est sûr que pour la réponse aux questions, on va plutôt attendre à la fin, là, concentrer le 10 minutes de présentation, attendre de 5 minutes de questions, prendre les questions au chat, puis sur les questions à main levée, ça nous fera plaisir. Alors voilà, sans plus tarder, je pense que le programme est déjà affiché ou il va l'être sous peu. On a la liste des personnes qui présentent aujourd'hui aussi, qui est accessible via le programme. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à ma collègue Mélanie qui va introduire les premières présentations. Oui, merci beaucoup, Claude. Donc, oui, on va y aller avec la première présentation, celle de Catherine Loisel du Collège Lionel Groux. Elle va nous parler de SAREL, qui est un guide pratique des médicaments vétérinaires. Donc, à vous, Catherine. Oups, je ne savais pas que je commençais. Ah oui, vous êtes là. C'était un peu stressant. Ben non, ben non. Non, je vais m'en sortir. Je vais partager mon écran avec vous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ouais, OK. Donc, moi, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le petit guide pratique des médicaments vétérinaires que j'ai conçu pour mes étudiantes principalement, mais que je souhaite partager un peu partout. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai conçu cette ressource-là. Donc, premièrement, en fait, l'idée m'est venue parce que j'enseigne un cours en 6e session en technique de santé animale. J'enseigne donc à des finissantes qui sont au collège pendant 5 semaines en session intensive. Donc, ils ont des cours vraiment toute la journée pendant 5 semaines. Puis ensuite, ils s'en vont dans leur stage de fin d'études. Donc, moi, j'ai cette chance-là d'enseigner à ces finissantes-là qui sont vraiment rendues très bonnes, là, qui travaillent déjà dans le domaine aussi, qui sont super intéressées, super motivées. Puis j'enseigne un cours qui est un peu un cours d'intégration des notions qu'ils ont déjà apprises, en fait, mais on les intègre sous forme de cas cliniques. Puis moi, j'ai fait ce cours-là vraiment sous forme de cas cliniques à faire en équipe. Donc, ils ont des genres de cas cliniques avec des questionnaires, puis ils doivent trouver par eux-mêmes les différentes réponses aux questions, puis les différents... c'est ça, je leur pose des questions sur différents domaines de chacun des cas cliniques, puis ils doivent y répondre en équipe. Donc, c'est des gros documents qu'ils doivent remplir de façon collaborative sur Teams. Puis, en fait, je fonctionne avec des codes QR. J'ai pas vraiment de notes de cours. Tu sais, mon cahier de cas clinique est bâti avec des questions, mais mes notes de cours comme telles, c'est plutôt des ressources que je les envoie chercher en ligne sur Internet. Donc, mais c'est moi qui les ai sélectionnés, là. Je me suis assurée que chacun des sites où je les envoie chercher, leur réponse est fiable, puis c'est quand même dans les dernières nouveautés en médecine vétérinaire. Donc, moi, je vérifie tous mes codes QR à chaque début de session, puis des fois même à la fin de la session. Puis à la session passée, au mois de juin, je pense, je commençais à vérifier certains codes QR parce que le code QR, en fait, c'est ça qui les amène à la ressource, là. C'est comme ça que j'ai conçu mon document. C'est ça qui les amène au site Internet. Puis je me suis rendu compte que j'avais un code QR que j'utilisais souvent dans plusieurs cas cliniques qui menait à un genre de site, si je veux, un peu un site commercial de médicaments vétérinaires avec une inscription dessus de qu'est-ce qu'il fait le médicament, à quoi ça sert, puis c'est quoi les effets secondaires. Puis ce site Internet-là était disparu des Internets, donc c'est la joie de créer des ressources comme ça. Fait que là, je me suis retrouvée un petit peu mal pris parce que là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Mon site de médicaments, c'est comme lui qui revenait plus souvent parce que ça parlait de médicaments vétérinaires. Puis dans chacun de mes cas cliniques, je parle de médicaments, là, évidemment, parce qu'on fait le début du cas jusqu'au traitement à la fin. Donc, là, j'étais bien mal en point. J'étais comme, bon, sur quoi je vais les envoyer chercher? Je voulais qu'ils trouvent par eux-mêmes. Moi, c'était bien important pour moi que ça soit pas les réponses toutes incluses dans mes documents. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est mon petit côté pédago, là, peut-être. Fait que c'est ça, j'ai bien cherché et j'ai pas trouvé de ressources équivalentes. Fait que je me suis dit, bon, tant pis, je vais la faire moi-même, ma ressource. J'ai pas ben le choix. Puis je me suis intéressée à la fabrique REL pour ça.
Puis c'est ça, dans les ressources qui existaient, en fait, il y en a une qui existe que moi, je travaille encore comme vétérinaire en clinique, en plus d'enseigner, là, donc j'utilise tout le temps, tous les jours, la ressource qu'on appelle le PLOM, principalement, là, c'est comme ma ressource principale. Il y en a d'autres, évidemment, là, il y a plein de livres de médecine que je consulte souvent aussi, mais le PLOM, c'est comme un petit peu une référence plus facile d'accès parce qu'elle est en ligne, elle est mise à jour tout le temps, on fait juste chercher notre médicament par ordre alphabétique, puis il nous sort vraiment tout ce qu'on a besoin. Mais sauf que c'est une ressource qui est payante. Premièrement, il faut un abonnement payant. C'est en anglais seulement. Puis c'est super exhaustif, là. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'informations là-dedans. C'est conçu surtout pour les vétérinaires. C'est pas trop pratico-pratique pour des étudiantes. Ils sont pas super à l'aise en anglais, mes étudiantes. Je me suis dit, ils vont se perdre là, si jamais je... Puis demander cette ressource-là pour que le collège l'achète, en plus, là, c'est compliqué. Là. C'est une ressource qui est comme commerciale. Puis bref. Fait que là, je me suis dit, bon, non, je peux pas les faire aller sur ce site-là, donc il faut que je fasse ma ressource moi-même. Puis c'est là que j'ai décidé de créer mon petit guide. Au départ, mon idée, c'était de faire un petit calepin par écrit, là, dans le fond, d'avoir vraiment un petit calepin qui pourrait glisser dans la poche de leur scrub pour quand ils vont être en stage puis quand ils vont travailler. C'était l'idée de départ, mais là, en parlant avec Christian, qui était anciennement là, dans les REL, qui était celui qui m'a comme guidée un peu au début de mon projet. En parlant avec lui, j'ai réalisé que, ouais, peut-être le petit carnet, c'était pas idéal. Ça coûtait cher, en fait, à faire imprimer ça. Puis effectivement, tu sais, vu que c'est des médicaments aussi, il faut mettre ça à jour de temps en temps. Il y a des médicaments qui disparaissent, il y en a qui apparaissent à chaque année. Il y a quand même des nouveautés, il y a des noms commerciaux qui changent. Donc, on en est venu à la conclusion que l'idéal, ce serait une ressource numérique, donc une ressource facile à modifier, facile à changer. Fait que j'ai décidé de faire un document Word que j'ai transféré en PDF, puis c'est ça ma ressource réelle. Dans le fond, c'est tout simplement un document PDF. J'ai fait évidemment une table de matière cliquable en ordre alphabétique avec tous mes médicaments dans cette table de matière-là. Et j'ai fait aussi un tutoriel pour mettre la ressource en raccourci sur l'écran d'accueil du cellulaire. Ça, c'était bien important pour moi parce que le cellulaire, en fait, c'est une ressource qu'on utilise beaucoup dans mon cours, entre autres, pour aller scanner les codes QR. J'ai beaucoup d'élèves qui vont cliquer sur le code QR quand ils sont sur leur portable, mais il y en a beaucoup aussi qui vont tout simplement le lire sur leur cellulaire. Ils ont toujours ça dans les mains. Puis nous, en clinique vétérinaire, on travaille aussi beaucoup avec les cellulaires. Là. On a des ressources là-dessus aussi. Donc, je me suis dit, bon, tiens, mettons-le facile d'accès sur le cellulaire, sinon ils n'iront pas le chercher. Là. Ils ne sauront pas comment aller le retrouver. Fait que j'ai fait un petit tutoriel. Je vais vous montrer bientôt, ça ressemble à quoi. Mon petit guide, en fait, il y a présentement 110 pages, puis j'ai une page par médicament. Donc, dans le guide, il y a les principes actifs, les non commerciaux, les classes, l'indication, les posologies, les effets secondaires, puis les précautions ou informations utiles. Fait que ça ressemble grosso modo à ça. Dans le fond, là, j'ai en premier ici, c'est ma page couverture, avec les petits remerciements, mes références ici, puis ma table des matières. Mais là, c'est juste une page de ma table des matières parce que je pense que ma table des matières, elle doit avoir comme 6 pages ou 7 pages. Elle est quand même assez exhaustive, là. Mais c'est en ordre alphabétique. Donc, je trouvais ça plus facile. Ils vont cliquer tout simplement sur la molécule qu'ils cherchent, puis ils vont tomber directement sur la page du médicament comme tel. Là, j'en ai sorti un au hasard ici tantôt, là. Donc, le nom de la molécule en haut, non commercial, la classe de médicaments, l'usage principaux. Puis là, j'ai vraiment résumé beaucoup parce que des posologies dans la ressource, qui est ma principale ressource de référence, il doit en avoir 15 là, pour un médicament. Là, pour certaines maladies, c'est telle posologie. Pour d'autres, c'est vraiment trop précis. Fait que j'ai été avec des posologies que moi, j'utilise en clinique puis que je pense qui sont les plus courantes, mais c'est pas une référence ultime pour les posologies. C'est juste une idée générale parce que les techniciens et techniciennes en santé animale vont souvent avoir
à parfois avoir des clients au téléphone qui se demandent s'ils donnent la bonne chose, si c'est correct. Ils vont souvent avoir à calculer des posologies eux-mêmes aussi. Donc, je trouvais ça pratique d'avoir ça comme référence dans ce petit guide-là. Puis, les deux principaux, en fait, ce que je trouvais aussi bien intéressant, à part l'usage, évidemment, parce que je veux que mes étudiantes puis des techniciennes, ils sachent quand ils vont porter un médicament au client, ben qu'est-ce que c'est ce médicament-là? Parce que s'ils vont porter le médicament puis ils n'ont absolument aucune idée de qu'est-ce que ça fait, ils ont l'air un peu folles quand le client leur demande, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? Fait que je voulais vraiment qu'il y ait vraiment toutes les infos. Fait que j'ai mis les effets secondaires, qui est comme une question souvent posée par les clients. Qu'est-ce qui peut arriver si mon animal prend ça? Donc, effets secondaires. Puis les précautions que souvent on oublie. Il y a beaucoup de médicaments qui doivent être donnés avec un repas. Il y en a que c'est mieux sans repas à jeun. Souvent, on n'y pense pas de dire ça aux clients, puis c'est pas une question de vie ou de mort, mais souvent, c'est la médication qui est mieux absorbée avec un repas ou pas. Donc, j'ai essayé de cibler un petit peu ça, puis entre autres, d'autres précautions, comme celle-ci, par exemple. Il ne faut pas cesser brusquement cette médication-là. Ça peut avoir des effets néfastes, ou il y en a d'autres que ça va être... je ne sais pas, de se laver les mains après l'utilisation. J'ai mis des précautions aussi pour les humains, là, parce qu'il y a certains médicaments qui sont un peu dangereux pour nous. Donc, j'ai mis ça dans précaution. Fait que mon petit guide, grosso modo, il a l'air de ça. Puis, si on regarde mon petit tutoriel, ben ça, c'est vraiment juste une page PDF que j'ai faite qui explique comment le mettre sur le cellulaire en raccourci cellulaire. Donc, il est ici sur mon écran, là, c'est ce que ça donne. Ça donne un petit icône que moi, j'ai appelé médicament, mais qu'on pourrait appeler un peu n'importe comment, là. On peut choisir le logo, on peut choisir la couleur dans le iPhone. Il y a vraiment plusieurs façons de choisir qu'est-ce qu'on met ici, mais ça ressemble beaucoup à une application. D'ailleurs, les étudiantes, ils appellent ça une application. Puis moi, je suis super fière parce que je me sens comme un programmeur de l'informatique, alors que c'est juste un PDF finalement. Là, c'est pas, j'ai pas des grosses qualifications techno là, mais je suis contente que ça ressemble à une application puis qu'effectivement, ça soit facile à utiliser autant qu'une application parce que dès que tu cliques dessus, ça l'ouvre la ressource puis tu vas avoir tout de suite la table des matières en page 2. Donc c'est facile à utiliser. Puis au final, je l'ai testé avec ma classe d'étudiantes parce que c'était vraiment... je l'ai utilisé cette session-ci, puis c'était important pour moi qu'ils l'aient dans leur poche pendant leur stage, même s'il n'était pas dans sa version finale. Là, je leur ai dit qu'il y avait peut-être quelques coquilles encore là, dans ma ressource, mais je leur ai donné quand même ma version la plus récente, puis je leur ai expliqué, là, on l'a fait en classe, là, comment le mettre sur leur écran d'accueil. Pour les iPhones, ça a super bien été. Avec le tutoriel, la plupart ont été bien capables. Puis les jeunes qui avaient des modèles Android de cellulaire, pour certains, ça a super bien été. Pour d'autres, il a fallu que je leur dise d'aller demander à ChatGPT de leur expliquer comment le mettre sur l'écran d'accueil parce que j'ai pas fait un tutoriel pour chaque modèle Android. Au départ, je pensais que toutes les Android étaient pareilles. Je me suis dit, je vais faire un iPhone, un Android, mais je me suis rendu compte que chaque Android a sa façon de faire. Fait qu'ils fonctionnent pas tous de la même façon. Les Google Pixel, je les connais pas, là, mais donc je me suis dit, non, je me lancerai pas là-dedans. Je finirai plus. Fait que je vais laisser un peu plus les jeunes le trouver par eux-mêmes. Puis ça semble plus facile à trouver sur un Android aussi que sur iPhone, là, la façon de faire. Fait que voilà. Puis mes réactions ont été super positives. Les élèves m'ont beaucoup remercié. Ils étaient très contents d'avoir ça dans leur poche pour leur stage. Puis là, ce que je vais faire, éventuellement vers le mois de mai, c'est faire un petit sondage pour voir s'ils l'ont utilisé. Premièrement, s'ils ont pensé à l'utiliser, puis si ça a été pratique ou pas. Donc ça, j'ai bien hâte de savoir si ça a été utile dans leur stage. Puis mon but éventuellement, c'est de le transmettre à la communauté vétérinaire au grand complet. En fait, je pense que ça peut être utile autant pour ceux qui sont depuis longtemps sur le marché du travail. J'ai des collègues à la clinique où je travaille qui m'ont dit « Hey, quand il sera fini, je le veux, je le veux sur mon cellulaire. » Parce qu'il y a des techniciennes que même si ça fait comme 10 ans, 15 ans qu'ils travaillent, des fois, il y a certains médicaments que ceux-là, ils ont plus de misère, on le sort moins souvent, il est moins utilisé. Donc, des fois, c'est plus difficile de se rappeler à quoi il sert puis c'est quoi ses effets secondaires. Donc, je pense qu'il va être utile pour pas mal tout le monde. Puis comme il est facile d'accès, c'est sûr, mon but c'était de le rendre accessible à tout le monde puis de le partager at large dans la communauté. Puis donc voilà. Fait que je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai un peu fini ma présentation.
Puis je parle vite, fait que ça a sûrement duré moins que 5 minutes. Je suis désolée, là, mais... Merci beaucoup, Catherine. On a quelques minutes pour des questions. Donc, oui, je vois qu'il y a une main levée. Karine, Oui, vous bonjour. voulez poser la question? Je voulais savoir combien de temps ça vous a pris de faire cette ressource. Ah, c'est une très bonne question. J'ai pas vraiment punché mes heures, mais j'aurais l'impression, je sais pas, une trentaine d'heures peut-être. J'ai vraiment de la misère à répondre à ça parce que j'ai commencé au mois de juin, je n'ai fait un petit peu à temps perdu, je sais pas, aucune idée. Mais c'est peut-être il y a des médicaments qui c'est moins long, là. Il y en a peut-être qui m'ont pris 10 minutes pour une page, puis d'autres qu'il fallait que je creuse un peu plus. Fait que c'était peut-être 20 minutes d'essayer de résumer la chose, là. Fait que ça dépendait un peu des médicaments. Fait que... Ok, merci. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en ai une s'il n'y a pas de... Oui. Ma question est peut-être un peu technique, puis comme Claude mentionnait tantôt, dans mon titre, j'ai droit d'auteur. Donc, je me demandais juste si, est-ce que vous avez eu des difficultés justement côté comme propriété intellectuelle ou comme considérant que comme la version originale, j'imagine qu'elle est pas mal protégée, ou que de quelle vous êtes inspiré, donc comment vous avez navigué ça? Ben, c'est ça. Je me suis beaucoup questionnée là-dessus. Je me suis dit, est-ce que je demande les droits à ma ressource principale ou je demande pas? Je me suis beaucoup questionnée par rapport à ça parce que, mais au final, puis, tu sais, j'ai questionné des bibliothécaires, puis j'avais comme différentes versions que oui, je devrais demander, mais que puis là, au final, je me suis dit, puis j'ai eu comme des gens qui m'ont dit aussi, ben si ta ressource, c'est pas copié-collé, c'est pas traduit littéralement de ma ressource principale, puis que j'ai été chercher un peu ailleurs aussi certaines informations, dont beaucoup aussi dans ma tête, parce que veux pas, je travaille, je suis Basé sur votre vétérinaire, je suis dans le expérience. métier, c'est ça exactement, tu sais, puis fait qu'il y a des effets secondaires des fois qui étaient inscrits, mais que j'ai pas mis volontairement dans ma ressource parce que, ça arrive pas assez souvent pour moi, puis tu sais, fait que c'est pas exhaustif, c'est pas du copier-coller que j'ai fait. C'est plus un travail de remâchage, je peux dire comme ça. Puis, c'est ça. Puis j'ai eu d'autres sources d'inspiration que juste ma ressource principale aussi. Fait que je me suis dit, je vais pas me compliquer trop la vie. J'avais peur un peu que ce qu'ils me disent non, là, puis que finalement, je sois pris avec, je sais pas quoi faire avec mes étudiants. Fait que, bref, c'est ça. J'ai volontairement pris un peu la chance, mais comme c'est ça, j'ai vraiment rien pris textuellement. Puis c'est des effets secondaires de médicaments. Je veux dire, dans tous les textbooks de médecine, c'est les mêmes, là. C'est même ceux pour les humains. Si je vais dans le CPS pour humains, ça va être écrit exactement les mêmes que moi j'ai écrit. Tu sais, c'est comme des informations, c'est comme des définitions dans le dictionnaire, là. C'est pas tant un droit d'auteur qu'une réalité scientifique, là. Fait que c'est pour ça que je me suis un peu permis ça. Mais je me suis beaucoup questionnée là-dessus, là. Non, ben, moi-même, je me serais bien entendu poser la question. Donc, j'étais curieuse de la conversation que vous avez eue autour de ça. Donc, merci beaucoup. Plusieurs conversations, oui. mais ça a comme mené finalement, j'ai un peu décidé par moi-même, là, mais ouais. OK, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Parce que moi, j'en aurais peut-être une autre vraiment pratique. C'est à ce point-ci, qui peut accéder à votre application? Ben, à ce point-ci, c'est juste mes élèves. OK. Ouais. C'est juste, je l'ai donné. En fait, peut-être qu'eux autres, ils l'ont partagé déjà à des collègues. Je ne sais pas. Je leur ai pas interdit de le partager. Je leur ai juste dit qu'il était en version bêta puis qu'il allait éventuellement avoir une version plus officielle puis que là, je trouverais moyen de leur transmettre le lien, probablement via les réseaux sociaux. Tu sais, je sais pas trop là, en fait, comment je vais le partager dans ma communauté vétérinaire, mais sur Facebook, il y a beaucoup de groupes uniquement de techniciennes en santé animale et uniquement de vétérinaires. Fait que je pensais comme probablement la partager sur ces groupes-là pour que les gens se l'approprient, puis si ça les intéresse, là, puis
Puis sur des groupes de profs aussi, parce qu'on est 8 cégeps à enseigner en technique santé animale, fait que je vais le partager aussi sur mon groupe de profs. Il y a définitivement un intérêt au-delà de oui, votre classe. Je pense que oui. Je pense que ça va servir. Je pense c'est ça le but, là. C'était pour garder ça dans le fond de ma poche. Là. Ouais. Parfait. Claude, tu voulais intervenir? Oh, tu es en sourdine. Oui, je voulais juste dire que dans le contexte de la Fabrique REL, c'est sûr que les ressources qui sont développées, qui sont subventionnées par la Fabrique REL ou accompagnées, ben, sont aussi déposées sur Zenodo. Puis là, je voyais le commentaire aussi de Karine qui disait on aimerait bien l'avoir sur, sur Campus Ressources, là, sur le pavillon Rennes. Ça va tout à fait être possible. On va transférer éventuellement les métadonnées pour que ça s'affiche éventuellement quand ça sera déposé. Donc, ça va se faire. Mm-hmm. Ça va être accessible. OK, donc merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à la deuxième présentation. Donc, cette présentation est au sujet d'une REL qui s'intitule « Trousse d'éveil pour une pédagogie sensible et adaptée à la culture ». Je vois que vous avez déjà mis le lien dans le clavardage, ce que j'allais faire. Donc, je vous présente Dani Diaz, qui est de l'Université de l'Ontario français. Donc, allez-y. Merci beaucoup. Puis bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir d'être ici. Donc, juste un petit contexte. Moi, je suis professeure agrégée à l'Université de l'Ontario français dans le programme enseignement et apprentissage, donc à la formation initiale des enseignants, à l'enseignement. Et puis, en tout cas, je vais parler un petit peu d'où vient l'idée de cette trousse-là. Mais je voulais juste ouvrir en disant que dans un petit peu l'origine de cette ressource, c'est que dans nos classes aujourd'hui, si on regarde le monde, c'est très facile à voir que ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'enjeux qui affectent les élèves de tous les niveaux dans toutes les écoles. Donc, les élèves sont confrontés régulièrement à des réalités sociales très complexes. Des fois, il s'agit de l'identité, des inégalités, discrimination. Ça peut être en lien avec la diversité culturelle aussi, ou même des enjeux politiques, etc. Pourtant, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que plusieurs enseignants ne se disent pas toujours préparés ou équipés pour savoir par où commencer pour aborder justement ces enjeux-là en salle de classe. Donc, c'est, là, je clique mon petit chose, là, puis ça marche pas. C'est précisément à partir de ce constat-là qu'est née la trousse d'éveil pour une pédagogie sensible et adaptée à la culture. Ça, c'est l'image de la couverture de la REL qui est située sur la plateforme eCampus Ontario. En fait, c'est à la suite d'une invitation. Excuse de vous interrompre. Nous, ce qu'on voit, c'est votre présentation et pas en mode présentation. Ah, désolée. Pas en mode présentation. Je ne partage pas le bon... Ouais, ce qu'on voit, c'est votre PowerPoint, mais pas en mode présentation. Comme là, on voit qu'on vous venez de changer de diapo, comme genre manuellement. On voit les miniatures, c'est pas le bon écran. C'est ça. Ah, c'est pas le bon écran, désolé. Je vais arrêter le partage. Désolé. OK. Partager. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit encore votre PowerPoint, mais pas en mode présentation. Très bizarre. À la limite, c'est pas grave. Vous pouvez réduire. C'est ça, c'est correct. Vous juste passer à travers. Vous pouvez réduire aussi la colonne de gauche. Oui, je vais essayer autre chose, en fait. Je vais essayer de partager mon écran. Et puis là, ici, désolée, ici, à partir de ça, là, peut-être ça va être mieux. Ah, oui. C'est mieux. OK. Je partageais une fenêtre de mon ordi, mais pas... donc, désolée. OK, alors je continue. Donc, qu'est-ce que je disais sur eCampus Ontario? Oui, effectivement, à la suite d'invitation de créer une REL, puis en fait, j'en ai créé plusieurs à la suite de ça. Mais cette idée-là m'est venue quand j'étais professeure dans l'Est, en fait, en Nouvelle-Écosse.
à St. Francis Xavier University, la formation aux enseignants. Et puis, j'ai pris le travail que j'ai fait là-bas pour créer cette REL. Donc, pourquoi créer cette REL? C'est une ressource éducative libre, comme j'ai dit tantôt, sur eCampus Ontario, qui vise à offrir au personnel enseignant vraiment un point de départ concret pour pour s'engager avec leurs élèves, engager des conversations qui sont vraiment essentielles. On pourrait dire, on entend souvent parler des conversations courageuses que parfois on peut éviter parce qu'on n'a pas les mots à dire ou on n'a pas les outils pour entamer ces conversations-là, mais qui sont vraiment importantes autour de la justice sociale, dans le respect de la diversité culturelle et des réalités vécues des élèves, des enseignants, des étudiants et des élèves. Donc, en tenant compte aussi de la diversité qui existe. Et puis, l'idée est née justement d'un besoin concret dans plusieurs contextes éducatifs, notamment dans les milieux francophones minoritaires. Là, je sais que je suis très minoritaire ici en tant que franco-ontarienne, mais pour nous, c'est vraiment le manque de ressources en français, hein, c'est pas rien. C'est quand même un enjeu. Donc, j'ai créé cette REL justement avec ça dans la tête aussi, mais aussi pour le contexte des programmes d'immersion, le français langue seconde, donc qui pourrait être utilisé dans ces situations-là, pour aider les enseignants, qui souhaitent justement aborder en classe des enjeux qui sont présents dans nos sociétés, comme j'ai dit tantôt, par exemple la discrimination, l'identité, l'équité des genres, la pauvreté, le racisme, comme ça. Toutefois, ces enjeux peuvent parfois sembler délicats. Et introduire, puis ne trouvent pas nécessairement leur place de façon explicite dans les plans de leçon ou dans les plans d'unité. Donc, tu sais, à la formation, c'est sûr qu'on a les cours initiaux qui amènent les étudiants à la formation à savoir comment planifier les leçons et les unités, mais c'est surtout par rapport aux attentes des curriculums, mais on insère ou on intègre pas nécessairement de façon naturelle ces enjeux-là ou ces questions-là qui sont plus politiques, plus sociopolitiques au sujet des enjeux d'éducation à la justice sociale. Donc, ça, c'est une des raisons. Et la trousse propose donc de cette façon-là des pistes de réflexion, aussi des stratégies pour amorcer les conversations avec les élèves. Je vais noter aussi que dans la trousse, il y a aussi du contenu plus théorique. Donc, d'où vient l'idée, d'où vient, c'est vraiment pourquoi on devrait aborder ces enjeux-là en classe. Donc, c'est quand même, c'est une trousse qui est à la fois pratique, mais qui est enracinée dans un contenu assez théorique également. Le public cible, donc, à qui s'adresse la trousse? C'est principalement aux enseignants qui travaillent dans des contextes francophones minoritaires. En tout cas, c'est le même que je l'ai conçu, mais vraiment, elle est versatile. Elle pourrait être utilisée dans tout contexte. Comme dans le contexte québécois, je ne verrais pas pourquoi ça ne pourrait pas être utilisé. C'est une trousse en français, donc ça fonctionne bien et elle est très adaptable. Les programmes de français langue seconde, comme j'ai dit tantôt, ou en immersion. C'est aussi conçu comme un gabarit pédagogique qui est adaptable. Donc, les droits donc le Creative Commons, les droits de cette ressource éducative libre-là permettent à l'utilisateur, l'utilisatrice de modifier la ressource, de l'adapter vraiment à son public cible de ses élèves dans différents contextes. Elle est très malléable et adaptable. Justement parce que aussi, je voulais qu'elle soit utilisable pour les différents groupes d'âge, les différents niveaux scolaires et aussi pour les différentes disciplines, donc l'enseignement de différentes matières. Donc, voici ici ce que j'ai mentionné. Alors, pour la structure de la trousse, concrètement, la trousse est organisée autour de plusieurs composantes.
Notamment, on a une section, puis là, ben, je peux pas changer d'écran, mais je peux peut-être prendre quelques secondes après pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air sur eCampus Ontario. C'est en format, c'est comme un livre, un e-book qui a été fait sur la plateforme, sur en utilisant la modalité Pressbooks. Et puis, il y a une table des matières et là, on peut vraiment naviguer à travers la table des matières pour les différentes sections. Entre autres, il y a une section pour guider la réflexion, comme j'ai dit tantôt, un petit peu plus théorique. Ça inclut également un gabarit pédagogique pour planifier justement une unité d'apprentissage ou une leçon. Des suggestions pour des thèmes aussi qui sont liés à la justice sociale. Donc, j'ai toute une liste d'idées. Pas qu'on manque d'idées juste en regardant notre monde aujourd'hui, mais et comment lier ça vraiment aux actualités également. Puis, il y a aussi une variété d'outils pédagogiques, puis des ressources littéraires qui peuvent être associées justement à l'idée forte ou à l'enjeu d'éducation à la justice sociale qui est utilisé. La trousse fonctionne dans le fond comme un template pédagogique. Donc, l'enseignant peut choisir, l'idée c'est de choisir un thème fort, partir avec une grande question et puis définir les objectifs ensuite de tout ça d'apprentissage, les résultats d'apprentissage, tout ce qu'un enseignant ou une enseignante peut faire de façon habituelle. Et autour de ça, planifier des activités, des ressources, des événements qui peuvent être de plein de différentes formes, des courts-métrages, des vidéoclips, des ressources aussi à lire, de la littérature jeunesse, par exemple, pour adapter la trousse justement au niveau scolaire et à la matière enseignée. Donc ici, c'est vraiment juste une image que j'ai prise du livre de la REL. Donc ici, comme par exemple, au chapitre 1, on commence avec des questions pour guider la réflexion. Donc, l'idée de la pédagogie sensible et adaptée à la culture, ça a été une ressource qui a été créée en 2019 originalement par le Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques, qui est vraiment notre seul organisme ou ressource qui produit des ressources en français en Ontario, en éducation. Et puis, donc, je me suis vraiment comme fiée sur cette ressource-là pour aller puiser pour aller m'inspirer pour cette REL-là aussi. Et puis là, on voit ici des pistes de questions. Est-ce que je connais bien chaque élève dans ma classe? Que je disais tantôt, de connaître bien la diversité puis de faire un lien avec la diversité de nos élèves. C'est très important d'établir ce rapport-là et d'apprendre à connaître qui est les personnes qui sont dans ma communauté de classe afin de pouvoir justement enseigner correctement ou enseigner à cette diversité-là. Donc, c'est une première étape. Ensuite, à droite, il y a les étapes à suivre. Donc, si on peut accéder au gabarit dont je vous parlais tantôt, et puis consulter les étapes à suivre pour développer sa propre trousse. Donc, tantôt, je disais, OK, on commence vraiment avec une idée forte, donc de big idea, qui sert d'un sujet ou d'un thème ou d'un enjeu principal selon, qui est connecté avec les attentes du curriculum de la matière qu'on enseigne. Ça peut être interdisciplinaire également. C'est ça la beauté de ce gabarit-là, de cette ressource-là, c'est qu'on peut aller chercher, enseigner des attentes de différentes matières, toutes dans une unité ou dans une leçon. Et donc, ici, on voit aussi l'ajout des compétences transférables. En Ontario, on a beaucoup axé sur les compétences du 21e siècle, compétences transférables, compétences numériques, etc. Et là, la liste continue pour les étapes à suivre, par exemple. Et ici, j'ai aussi pris quelques images pour des exemples de thèmes et d'outils à explorer. Donc, si quelqu'un manque d'idées ou n'est pas habitué de rentrer en matière avec cette idée-là de commencer avec un problème ou un enjeu, bien, on peut voir la liste. C'est pas exhaustif, là, vraiment beaucoup d'exemples. Moi, j'avais créé une trousse comme ça d'éveil à un moment donné, puis j'avais commencé avec un court-métrage. C'est très, très fort. Il n'y avait pas de mots. C'était juste vraiment animé.
C'était des oiseaux sur, sur un fil, et puis c'était comme une conversation d'oiseaux, mais c'était tout relié à l'oppression, à la discrimination, au jugement, aux stéréotypes, etc. Mais le court-métrage qui durait peut-être 3 minutes, qui avait servi vraiment d'amorce et de début pour démarrer la discussion sur ces enjeux-là. Et ensuite, ici, la boîte à outils, comme je disais tantôt, plusieurs façons qu'on peut ajouter des ressources à notre plan. Alors, 3 caractéristiques clés. Je m'excuse de vous couper la parole. Désolée. Parce que OK. vos 10 minutes sont écoulées, mais je veux dire, si vous pouvez terminer rapidement. Puis oui, je vais terminer rapidement. Merci, Mélanie, et désolée pour ça. Donc, ici, juste le fait que c'est une ressource adaptable, un gabarit qui est adaptable, c'est une approche qui est centrée sur la réflexion critique. Donc, on veut vraiment amener les élèves à réfléchir et sur des questions et des enjeux qui sont plus sensibles et difficiles. Et la variété d'outils pédagogiques aussi qui est dans la REL. Et puis, je vais terminer. Je t'approche un point. Donc, c'est un point de départ pour enseigner la justice sociale avec sensibilité, réflexion et ouverture. Et ça, c'est juste un code QR pour se rendre à la REL. Mais c'est ça. Merci beaucoup. Je m'excuse encore de vous avoir. Non, c'est moi. C'est moi, désolée. Donc, est-ce qu'il y a des questions parmi notre public? Oui, Annie, si vous voulez poser votre question. C'est pas une question, c'est commentaire. Félicitations, commentaire. Je trouve que c'est une magnifique ressource. Là. Je vais vraiment la consulter. Tu as juste mentionné qu'en français langue seconde au collégial et en anglais langue seconde, donc les langues secondes ont été réécrites, les compétences ministérielles. Puis une des nouvelles compétences, c'est la démonstration d'ouverture, de respect, de curiosité envers d'autres cultures. Puis c'est vraiment nouveau pour les profs comme critère à intégrer et à évaluer. Fait que, je trouve que votre ressource est une super belle référence pour vraiment inspirer, donner des idées, guider. Fait que magnifique. Fait que merci. Merci beaucoup. Merci, Annie. Moi, j'allais ajouter pour ceux et celles d'ici de Campus Numérique Québec, on peut s'arranger pour l'ajouter dans l'ajouter là. Donc, vous avez le lien, mais si jamais, faites suivre avec moi. Je suis allée chercher les 2 ressources de Mme Dias déjà pour donner un lien. Donc, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais... je n'aimerais pas comme peut-être attendre 2 secondes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais c'est ça, comme vous avez mentionné et comme on vient juste de dire, vous avez plus qu'une REL. Donc, vous n'avez... ça, en fait, je ne me souviens plus exactement si j'ai demandé spécifiquement vous parler de celle-là ou d'en choisir une, mais peut-être juste quelques mots sur l'autre ressource que vous avez, comme c'est quoi le titre, c'était quoi le... Parce que... Oui, vous aviez demandé, je l'ai choisi en fait pour jaser avec vous aujourd'hui, mais j'ai plusieurs REL qui sont sur eCampus Ontario. Si vous allez sur eCampus Ontario, mettez mon nom, mettez Dias, vous allez peut-être voir parce que j'ai rédigé et co-rédigé plusieurs REL, mais entre autres, mettons, j'en ai une... j'en ai sur les évaluations alternatives, donc les méthodes d'évaluation alternatives pour répondre aux besoins des élèves avec des besoins particuliers. Donc, dans le contexte de mon travail, j'enseigne des cours de fondement, la formation à l'enseignement, incluant des cours autour de l'éducation spécialisée. Donc, il y a celle-là, puis là, je me souviens plus exactement des titres, là, mais il y en a une autre aussi que j'apprécie beaucoup, que je suis très fière d'avoir créée. C'est autour de l'immersion en utilisant l'apprentissage par le service. Donc, souvent, on veut faire des connexions dans notre enseignement avec qu'est-ce qui est des enjeux, pas des enjeux, mais des contextes authentiques. Alors, comment on peut amener nos élèves et nos étudiants à apprendre par le service? Et donc, il y a les communautés ou des personnes dans la communauté qui gagnent et l'apprenant gagne également. Donc, ça en est 2, là, mais il y en a quelques-unes. Si vous naviguez le site eCampus, vous allez peut-être les trouver.
Oui, merci beaucoup. J'ai ajouté le lien dans le clavardage, qui est une recherche OK. pour votre nom dans la Bibliothèque libre du Campus Ontario, mais je sais aussi OK. que la Bibliothèque libre, les résultats qu'elle retourne, c'est pas toujours, il y a des Non, surprises. c'est Donc, ça. ça donne J'en 9 vois résultats, 2. mais je pense qu'il y en a 7 que Ouais. c'est vous. OK? Ouais, non, c'est ça. Puis, c'est ça, ils Mais sont c'est une pas bonne, toutes là. c'est une bonne place pour commencer, disons. Pour commencer exactement. Puis, je peux, tu sais, vous pouvez m'écrire, puis je peux vous les partager aussi. Oui. Oui, si vous voulez peut-être mettre votre Ah, courriel oui, dans le c'est une bonne idée. clavardage. Parfait, je vais faire ça. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, on va passer à la prochaine présentation. Claude, je te laisse prendre la relève. Oui, merci Mélanie. Ben, bravo, Madame Diaz. Comme vient de mentionner Marianne, cette Torel, c'est ça haut des éloges. Il y en a qui tentent dans ce milieu-là, effectivement, puis qui ont la piqûre, puis ça s'infecte, là, hein. Ça devient, ça devient une petite maladie. Belle maladie quand même. Alors, on va passer, on a un petit peu de retard, hein. On est déjà, la prochaine présentation était prévue à 10h35, il est déjà 10h45. Sans plus tarder, là, je vous présente, c'est un projet, pour vous situer à la Fabrique réelle, il y a des projets de grande envergure, il y en a de plus petite envergure. Celui de Catherine était de plus petite envergure, tout à l'heure qui a été présenté, celui de Madame Darras, c'est un projet de grande envergure là, qui dure une année, avec une plus grosse subvention. Je pense que Lumina est accompagné d'un étudiant qui a travaillé sur le projet. Je vais l'appeler Léon. Il s'appelle lui-même Léon. Léon, vous m'avez dit comment prononcer votre nom, mais je n'oserais pas le répéter aujourd'hui parce que j'ai pas assez de pratique. Mais voilà, c'est un beau projet. Lumina est de l'École de bibliothéconomie. C'est un mélange de bibliothéconomie et de santé. Alors, sans plus tarder, Lumina, je vous laisse la parole. OK, merci Claude. Bonjour tout le monde, je suis Lubna Doraz, je suis la responsable de ce projet. Léon, membre de notre équipe, se joint également à nous aujourd'hui et je vais essayer de rester dans les 5 minutes. Le but du projet était d'écrire la première phase d'un manuel numérique en sciences de l'information santé. À la titre de manuel est Recherche avancée d'information sur la santé. La science de l'information en santé émerge rapidement comme une spécialisation mesurée au sein des programmes de bibliothéconomie et sciences de l'information. À notre connaissance, nos écoles est la première institution à offrir cette discipline en français dans le cadre d'une maîtrise en études de l'information. Les manuels visent à doter les étudiants des compétences essentielles pour devenir spécialistes de l'information en santé. Lors de la première phase, nous avons proposé de rédiger les 3 premiers chapitres du manuel. Nous avons utilisé la plateforme Pressbook pour créer le manuel. Il n'est pas encore publié. Ici, voici le Pressbook. Il est organisé par chapitre et quelques sections supplémentaires importantes pour l'utilisation du manuel, par exemple, notre biographie sur auteur, remerciements, l'objectif de ce manuel, comment c'était adopté de manuel, ou guide de la personne, par exemple, enseignante, ici. OK. OK. Chaque chapitre suivant les mêmes formats. Nous commençons par une introduction pour chaque chapitre avec une courte vidéo de résumé des sujets de chapitre, puis plusieurs sections divisées par sujet, puis une section avec des exercices ou des activités. Par exemple, ici, chapitre 1, nous avons l'introduction et 3 parties, et ensuite exercices et activités. Okay? Chapitre 2, introduction, base de données, exercices. Chapitre 3 et de 5. En raison de temps limité, je ne pourrai pas montrer les 3 chapitres. Cependant, voici le chapitre A pour votre information. Ici, par exemple, le but du premier chapitre est de développer la base de manuel avec des concepts importants
tels que les consommateurs d'informations sur la santé, leurs caractéristiques, les technologies de l'information en santé et les perspectives interdisciplinaires de la recherche d'information en santé. Par exemple, ici, une courte vidéo. Bonjour, bienvenue au chapitre 1. Dans cette courte vidéo, je présenterai les objectifs du chapitre 1 et je vous expliquerai sa structure afin d'en faciliter la compréhension. Le chapitre 1 établit les bases de ce manuel. Il vous prépare. Je suis désolée, j'ai terminé pour les 1 heure temps limité. Dans les chapitres 2 et 3, nous introduisons la base de données en santé et outils tels que Covidence et ENO qui sont importants pour développer les connaissances et compétences en recherche sur l'information santé. Par exemple, ici, chapitre 2, par exemple, base de données. Pour chapitre 2 et 3, nous avons ajouté beaucoup de vidéos pour démonstration les outils, par exemple, ici, par exemple, ici. Et chapitre 3, par exemple, nous avons discuté une note avec beaucoup de vidéos démonstrations, par exemple, 2 to 5 minutes. Beaucoup de contextes et vidéos. OK. Pour validation, nous avons présenté la manuel à deux cours de cycle supérieur en sciences de l'information, ainsi des professeurs et bibliothécaires de mon école. Leurs commentaires ont été intégrés dans les versions finales. Dans les phases 2, nous prévoyons de développer les 3 derniers chapitres sur le sujet, par exemple, très important pour nos étudiants, utile d'évaluation de la qualité, méthode de synthèse des connaissances et littératie en santé. C'est un projet formidable sur lequel mon équipe a travaillé avec assiduité et j'espère que les étudiants pourront bénéficier de ces connaissances précieuses. Et aussi, je remercie Fabriquel pour votre excellente soirée dans la création de ce manuel. Merci des questions ou des commentaires. J'ai mon coordinateur de projet Lyon et avec moi qui pourrait aussi répondre à vos questions. Merci. Merci, Lumna. Bravo pour votre français qui s'améliore de mois en mois. Là, je l'ai vu progresser au fil de l'année. Vous avez remarqué que Lumna a moins d'accent quand elle narre des vidéos. Hein? C'est une blague. Oui, alors je voulais aussi souligner, c'est ça qu'il y a eu, il y a eu un travail de plusieurs personnes étudiantes dans ce projet-là. Hein. C'était quand même, je l'ai vu progresser de mois en mois. Et que c'est aussi une phase 1 du manuel. Oui, phase A du manuel, oui. Lumina, je voulais vous demander, vous dites que le livre était pas publié, mais en soi, il est publié sur Pressbook, c'est juste qu'il n'a pas été déposé. Est-ce que vous acceptez que le lien soit partagé? Oui. On pourrait le partager parce que moi, je l'ai, le lien. Je pense que pour les personnes qui veulent l'explorer, c'est vraiment un livre qui est un manuel qui est assez consistant. Donc, je pense que ça vaut peut-être, ça serait intéressant pour les gens. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires de la part des personnes présentes? Alors, je ne vois pas de main qui lève. Je partage le lien si vous voulez aller vers le manuel, si vous voulez l'explorer. Ça vaut vraiment la peine parce que c'est un contenu très, très riche. Lumina nous a à peine présenté une partie des vidéos, entre autres, là, qui sont vraiment très, très bien faites. Oui, il y a beaucoup de travail pour rechercher et de développer de contenu et beaucoup de temps pour développer des vidéos. Léon, tu veux te parler un peu? Vous voulez parler plus de vidéos? Oui, Ben, yeah.
Et Léon, peut-être parler de votre contribution comme personne Oui, étudiante. Ça peut être oui, oui. intéressant aussi, non? Mais ça Euh, fait partie du processus. C'est vraiment intéressant de savoir comment les ouais, personnes étudiantes contribuent. Mhm. on a utilisé genre surtout le logiciel Camtasia pour créer des vidéos et puis ça a pris beaucoup de temps. Surtout genre des ressources et puis des captures d'écran. Mais on n'a pas encore fini avec toutes les bases de données. Pour le chapitre 2, on veut genre ajouter plus de bases de données. Si vous avez d'autres idées, ben aussi si vous voulez explorer un peu, genre aussi, n'hésitez pas à nous dire. Genre il y a quoi comme base de données vous vous intéressez? Ça c'est plutôt genre pour nous c'est un manuel pour présenter comment chercher des informations sur la santé et on a essayé de trouver des bases de données plus générales pour tout le monde. Mais pour l'instant, genre, il y a pas mal de captures d'écran, mais pas autant de vidéos comme chapitre 3, mais si vous voulez explorer un Mhm. peu, n'hésitez pas. Bon, voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vois des beaux commentaires, Lumda et Léon, pour aller les lire dans le chat, mais en soi, il n'y a pas véritablement de questions. Donc, alors, encore des commentaires. Ben, je vous remercie beaucoup pour cette belle présentation. Et en plus, on a gagné presque 5 minutes. Alors, Oui, on va- ah, mais merci pour ça. merci Euh, beaucoup. on, on passe maintenant à la prochaine présentation, qui est celle de Paulo Mendoza et Vanita Pilé du Cégep André-Laurando. On a des projets qui viennent de REL qui sont faits un petit peu partout. Maintenant, oui, il y a une collaboration Fabrique REL et Université Ottawa, mais le projet qui est présenté aujourd'hui, c'est fait en collaboration avec le pôle d'expertise en formation à distance. Alors, c'est un peu différent. Alors, je vous laisse la parole, Paulo et Vanita. Merci Claude. Bonjour tout le monde. En fait, c'est moi qui va présenter, puis ma collègue Vanita a dû nous quitter. Mais je vais présenter aujourd'hui notre REL, notre REN qui sera bientôt une REL aussi, formation à distance pour adultes en guide pratique. Comme disait tout à l'heure Claude, c'est un projet en collaboration avec le pôle d'expertise campus numérique. Donc voilà, nous avons reçu un financement, nous avons répondu à un appel d'offres de projet, puis voilà, nous avons reçu le financement pour ces projets. Donc je vais démarrer ici mon chrono pour que je ne dépasse pas les 10 minutes. Voilà, c'est bon. J'avance. Donc d'abord, un petit contexte, je vais vous présenter un prototype de ce guide qui n'a pas encore été diffusé. Il le sera bientôt, en avril, j'espère. Mais d'abord, un petit contexte, l'idéation du projet. Notre constat de départ, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de matériel d'accompagnement concernant le sujet. C'est-à-dire, il y a, oui, beaucoup de matériel par rapport à la formation à distance et aussi par rapport à l'andragogie, mais pas beaucoup de matériel, des guides qui combinent les deux sujets. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu créer cette ressource, ce guide. Notre public cible, les personnes enseignantes et conseillères pédagogiques, mais on pourrait ajouter ici surtout les nouvelles personnes enseignantes ou des professionnels qui sont très expérimentés dans leur domaine, mais qui ne sont pas forcément toujours à l'aise avec des concepts pédagogiques ou technopédagogiques. Nous savons que c'est une réalité aux formations continues, par exemple. Notre approche et notre objectif, outiller les personnes enseignantes en FAD, en formation à distance pour adultes, à partir d'une approche réflexive plutôt que de présenter des recettes figées. Donc, on souhaite plutôt amener la personne enseignante à réfléchir sur ses pratiques pédagogiques. Donc, voilà l'approche que nous avons choisie et nous avons essayé d'adopter tout au long du guide. Nous avons utilisé la plateforme Genially, qui est bien connue dans le réseau, parce que c'est interactif. Voilà, la navigation est facile et aussi parce que c'est très simple à partager et adapter.
la démarche de conception, on vous présente ici en fait quelques étapes de notre démarche, l'étape 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En fait, il y a eu plusieurs étapes, sous-étapes, mais je ne vais pas détailler, ce n'est pas l'objectif de la présentation d'aujourd'hui. Mais voici un petit résumé de notre démarche de conception. C'est que vous voyez surtout à l'étape 3 et 5 ici, il faut que je mentionne que nous avons eu aussi la chance d'avoir un groupe de consultation constitué des conseillères Reptic et Repcar qui ont collaboré dans ce projet. Donc, on a eu deux rencontres de 2 heures chaque. Donc, ces rencontres ont été fondamentales pour le déploiement du projet. Donc, c'est ça que vous voyez ici à l'étape 3 et 5. Si jamais vous vous posez la question, c'est quoi ça, groupe de consultation? Et nous sommes rendus à l'étape 6, à l'étape d'adaptation finale, correction, et voilà, le partage avec le pôle. La ressource a déjà été partagée avec le pôle. On attend encore la rétroaction finale pour apporter des corrections et bientôt diffuser la ressource. Donc, je vous présente la page couverture, donc formation à distance pour adultes en guide pratique. Et je vais débuter et vous présenter un prototype, le premier chapitre en fait, ou section comme vous voulez. On appelle ça section plutôt que chapitre dans notre guide. Comme je vous ai dit, puisque la ressource elle s'adresse aux nouvelles personnes enseignantes, l'objectif est justement de présenter un contenu vraiment pour donner les bases de la formation à distance pour adultes. On s'est dit peut-être que les gens qui vont explorer ces guides n'ont jamais lu ou n'ont jamais consulté un Genially, bien que le Genially, la plateforme soit connue dans le réseau, mais il se peut qu'il y ait des gens qui n'ont jamais vu un Genially. Puis voilà, on a décidé de commencer avec un guide pour les guides. Donc, comment naviguer dans ce guide? La structure des sections, en fait, est la même dans chaque section. Puis voilà, un carrousel d'images qui permet de comprendre, en fait, c'est quoi la première diapo, c'est quoi la deuxième, la troisième, la quatrième diapo de chaque section. C'est vraiment une structure qui se répète dans chaque section. Donc voilà, les carrousels d'images qui permet à la personne enseignante ou conseillère pédagogique d'explorer la structure du guide. La navigation, l'interactivité, puis et la barre de progression qui permet de suivre l'avancement dans le guide. J'avance et je vous présente la table de matière. On a finalement 6 sections. Enseigner aux adultes à distance, concevoir un cours pour adultes, utiliser les outils numériques, évaluer en situation authentique, favoriser l'autonomie et intégrer la réflexion dans sa pratique. Au départ, on avait 10 sections. C'était un peu trop chargé. Et finalement, après les discussions qu'on a eues, les échanges, on a décidé d'éliminer carrément 2 sections qui finalement n'étaient pas vraiment liées au sujet principal de notre guide. Et on a intégré 2 autres sections à 2 sections ici, si je ne me trompe pas, c'est la section 5 et 6. Donc, finalement, on a 6 sections et une boîte à outils pour justement offrir à nos enseignants et conseillères pédagogiques des ressources supplémentaires. Donc, si jamais il ou elle souhaite explorer chaque sujet, donc la boîte à outils, en fait, elle présente des ressources supplémentaires pour chaque section. Donc, j'avance. Et voilà, ça c'est la première section, section 1. Puis, on commence toujours avec une question. L'objectif est de provoquer la réflexion chez la personne enseignante, surtout, qu'est-ce que je sais du parcours de besoin de mes apprenantes et apprenants? Qu'est-ce que je fais en début de cours pour mieux connaître mes groupes? C'est très important dans n'importe quel contexte, mais surtout dans un contexte de formation pour adultes. Donc, il y a toujours cette idée de provoquer la réflexion. Donc, c'est pour ça qu'on commence toujours avec une question, un petit questionnement et un commentaire. Donc,
cette diapo s'appelle « Avant de commencer ». Puis on avance. Je peux avancer ici, mais bon, c'est en mode présentation, je pourrais avancer ici. La première diapo de chaque section présente en petits paragraphes et nous avons structuré les contenus en utilisant des ressources disponibles dans Genially. Bon, comme vous voyez, les fenêtres et les étiquettes. Par exemple, ici, je clique dessus et je vois une petite définition, c'est quoi l'andragogie, les étiquettes qui présentent les principes, et puis un document pour aller plus loin si la personne souhaite aller un peu plus loin. Même chose pour la fenêtre formation à distance, un petit paragraphe et des définitions à partir des étiquettes. J'avance. La troisième diapo de chaque section présente soit un approfondissement d'un contenu déjà vu, c'est-à-dire ici les adultes, la formation pour adultes, soit une séquence d'actions pour par exemple, concevoir un cours pour adultes. Comment concevoir un cours pour adultes en 5 étapes. Donc, on présente les 5 étapes en utilisant, bien sûr, les fenêtres et ou les étiquettes. Dans ces cas, ce sont des fenêtres qui approfondissent le sujet abordé dans ce chapitre, dans cette section. Et la section se termine toujours par une citation, une référence pour, encore une fois, provoquer la réflexion, amener la personne enseignante à réfléchir et, si elle le souhaite, voilà, consulter la source qui a été citée comme référence. Donc, c'est pas mal ça. J'arrive à 9 minutes. Je termine. Merci. Merci, Paulo, pour cette discipline de faire. Moi, franchement, vous êtes un exemple là, avec votre chronomètre. Et bravo pour la très belle ressource. Je ne sais pas si vous avez le même feeling que moi, mais du point de vue visuel, c'est vraiment chic. Hein? C'est très, très joli. D'ailleurs, je vois pas de questions de main levée, mais c'est le temps si vous en avez. Parce que moi, je me posais la question justement du point de vue graphique. Qui a fait ça? Est-ce que c'est quelqu'un de chez vous ou si vous avez fait appel aux compétences? Je pense qu'il y a des graphistes au pôle aussi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y en est, Paulo? Non, belle question. En fait, c'est moi-même qui l'a fait, mais Ah c'est oui? pas la première version. En fait, il y a eu plusieurs versions avant cette dernière version. Puis, mais il faut que je mentionne ici ma conjointe qui est designer, justement. Puis, je lui ai montré la première version. Je lui ai demandé ben, qu'est-ce que tu penses? C'est beau? Elle a dit non, c'est dégueulasse. C'est horrible. Donc, il faut que tu changes tout ça. Puis, c'est à partir de ces commentaires que j'ai apporté des modifications. Et voilà, j'ai cette version, mais grâce à ce commentaire. Donc, merci. Je vais lui remercier quand j'arriverai à la maison. Donc, Êtes-vous graphiste, Paulo, de formation ou non, non, en fait, même pas? non, j'ai une formation en littérature, donc rien à voir avec le graphisme, mais j'ai toujours apprécié concevoir de PowerPoint à l'époque, donc c'était des PowerPoint surtout, et puis quand j'ai connu Genially, j'ai trouvé super intéressant les possibilités d'interactivité, donc j'aime beaucoup jouer dedans, c'est vrai, et puis que j'aime beaucoup explorer, mais en même temps, ça demande beaucoup de temps et puis c'est ça. Et on essaye de faire quelque chose on pense que c'est beau, mais en fait, c'est toujours important de demander à quelqu'un d'autre de la rétroaction. Donc, c'est ça que je fais en fait d'une façon un peu informelle, mais je crois que ça a bien marché. Donc, c'est grâce à ces commentaires que j'ai modifié tout ça. Il y avait un beau commentaire dans le chat, ça sera à lire tantôt, mais je voulais poser la question, revenir sur votre groupe de consultation, justement, parce que, justement, Paulo, tu viens de parler de validation. Le groupe en question, est-ce qu'il a servi au moment de la conception ou il sert aussi au moment de la validation?
Puis l'autre question aussi, j'ai compris Reptic, mais le deuxième, j'ai pas. Parce qu'on a des gens de différents lieux, là, c'est pas des organisations Ouais. qui sont nécessairement connues. Reptic, c'est REPTIC, puis l'autre, c'est. Le REPTIC, c'est le réseau de répondantes et répondants en technologie de l'information et communication. Et l'autre, c'est REPCAR, en fait, qui est la communauté du carrefour de la réussite au collégial. Donc, c'est un autre réseau, une autre communauté de pratiques. OK. Donc, mais la première question, c'était par rapport au groupe. À quel moment ils sont intervenus, oui. Au début du projet, en fait, pas exactement au début, après avoir conçu déjà un premier chapitre, on va dire, puis on a eu la première réunion, la première rencontre. Donc, ils ont présenté leur avis par rapport au contenu surtout. Et la deuxième rencontre qu'on a eue plutôt à la fin du projet, c'était plus pour présenter la ressource en tant que telle, et puis les sections, les différentes sections, les interactions aussi, donc les visuels. Donc, ils ont apprécié aussi le visuel, les changements, parce qu'ils ont vu la première version et la dernière. Donc, voilà, ils ont effectivement apprécié les changements de voix. Puis, donc, c'est pas mal ça. Donc, on a eu deux réunions principales. C'est sûr qu'on a interagi aussi tout au long du processus, mais une réunion au début, une réunion à la fin du projet. C'est intéressant, je pose la question parce que c'est intéressant d'avoir comme ça un groupe qui vient nous donner un feedback au fur et à mesure. Quand on a la chance d'avoir ça, la validation est tellement importante dans le processus. Hein. Il y a encore quelques beaux compliments là-dessus. Écoutez, merci beaucoup, Paulo, pour cette belle ressource. C'est vraiment du beau travail. Sans plus tarder, on va passer maintenant à la prochaine présentation. C'est Annie Bélanger. Annie, vous avez entendu un petit peu tout à l'heure, vous doutez qu'elle est dans le domaine des langues, donc elle a développé. Annie est au Collège Champlain-Saint-Lawrence, puis elle va nous présenter une ressource qui s'appelle Trousse pédagogique pour l'enseignement explicite du français langue seconde au collégial. Alors, je te laisse la parole, Annie. Annie, ton micro est fermé, je crois. Je vais essayer de bien partager. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Moi, je ne vous vois pas. Absolument, on voit l'écran. OK, parfait. Bon, donc oui, j'enseigne au Cégep Saint-Laurence qui se trouve à Québec. Je suis très contente de vous présenter ce projet-là. C'est un projet qui a été réalisé dans le cadre de l'Entente Canada-Québec. Donc, mon objectif, c'était de développer une ressource basée sur les principes de l'enseignement explicite. C'était de créer une ressource accessible et c'était de soutenir les étudiants du niveau 2 du français langue seconde. C'est un projet à petit déploiement, c'est-à-dire que j'ai eu 6 heures par semaine à l'hiver 2025 et 6 heures par semaine à l'automne 2025. La première session, j'ai élaboré le concept, développé les activités d'apprentissage, j'ai rassemblé les activités d'apprentissage. Deuxième session, j'ai créé l'outil numérique et j'ai travaillé à la diffusion du projet. Ma population étudiante, donc au collégial, on a 4 niveaux de français langue seconde. Dans le niveau 2, on a les étudiants qui s'expriment à l'oral, mais qui peuvent avoir des défis quand même importants sur le plan de l'écrit. Et on a aussi tous les étudiants qui ont eu moins de 80% en production écrite en 4e secondaire, en langue seconde enrichie. C'est un groupe où il y a une très grande variabilité. Il y a une partie des étudiants qui ont besoin d'un soutien particulier pour l'apprentissage. Un des avantages reconnus de l'enseignement explicite, c'est de rendre l'apprentissage plus transparent, plus accessible, plus équitable. Donc, c'est une approche qui était particulièrement pertinente pour ce niveau-là. Je vous présente très brièvement les principes forts de l'enseignement explicite. Vous connaissez probablement la structure. Donc, on commence là en nommant les objectifs très clairement. Le prof va modeler l'activité pédagogique, de la pratique guidée, de la pratique autonome,
et on fait une synthèse pour s'assurer qu'il y a une objectivation, pour s'assurer qu'il y a une rétention à long terme. C'est une approche où l'enseignant a un rôle très actif pour l'organisation, pour l'alignement pédagogique, qui va s'assurer que la clarté, elle est partout. On va parler d'étayage, donc les notions un petit peu plus complexes, on les présente de façon plus en étapes, de façon plus simple. Il y a beaucoup de rétroaction. L'élève est aussi très actif, donc on le questionne. Il valide sa réflexion régulièrement, donc il est impliqué dans toutes les étapes. Et finalement, les stratégies d'apprentissage sont extrêmement importantes. Il y a une réflexion sur l'apprentissage qui est constante dans cette approche-là. Je vous présente ce que j'ai mis dans la trousse. Donc, c'est une trousse qui s'adresse aux personnes étudiantes. Donc, c'est les 6 principes qui se retrouvent dans toutes les activités. Donc, on a toujours à l'esprit ces principes-là, donc la cible pour les objectifs qu'on partage, à quoi sert l'activité, la boussole pour dire, OK, là c'est un modèle qu'on donne, on donne un exemple pour vous guider. L'entraînement, mais l'entraînement qui est réfléchi, on observe nos stratégies, on réfléchit à notre apprentissage en s'exerçant. Il y a la petite ampoule pour la progression, pour les stratégies qu'on va aborder de façon explicite. Il y a les étapes qui sont présentées lorsque c'est possible de diviser les notions. Puis, il y a toute la partie de questionnement et d'échange où les élèves sont impliqués qui est présentée. Donc, ça, c'est vraiment une page que j'ai présentée dans la trousse. Alors, j'ai commencé ma conception en divisant en étapes ce que je pouvais diviser. Ça a été ma première étape de dire, OK, qu'est-ce que je peux diviser pour aider les étudiants à s'approprier les différentes notions, à être plus efficaces dans leur révision. Et j'ai pu voir vraiment rapidement que c'était utile, que ça aidait beaucoup les élèves. Mais rapidement, je me suis quand même questionnée, puis je me suis dit, OK, mais l'acquisition d'une langue seconde, ça implique plusieurs processus qui sont quand même loin de la mécanique des étapes. Alors, dans mon processus, je suis retournée à la didactique de la langue seconde pour réfléchir à mon concept de trousse pédagogique. Et je suis tombée sur un ouvrage de Jean-Marc Defay qui est extrêmement intéressant, qui a été recommandé dans un balado fait par Tania Lompré, qui parle de langue seconde. Et ce qu'il dit, évidemment, en langue seconde, on est dans une approche communicative. Aujourd'hui, on parle d'approche actionnelle, mais il dit l'apprentissage de la langue, ça ne se fait pas de façon linéaire. Ça se fait plutôt sous forme de spirale, avec des allers-retours pour intégrer les notions. Fait que c'est une approche qui se veut vraiment intégrative, un peu plus circulaire. Fait que là, j'ai gardé ça en tête pour ma trousse. Puis il parlait beaucoup aussi des variabilités individuelles. Donc, chaque apprenant est vraiment unique dans son parcours. Fait qu'il dit là, il y a une pratique réflexive qui est importante. Il dit l'enseignant, c'est un modèle qui va réfléchir à voix haute et qui va engager les étudiants dans le développement de leur savoir-apprendre. Alors ça m'a vraiment marqué. Fait que je me suis dit, OK, je me suis dit, ça va être pas mal la base de ma trousse. Donc, j'ai décidé d'aller vers un modèle plutôt holistique. Là, vous voyez la forme circulaire. Et je l'ai décliné en 5 volets complémentaires. Puis mon premier volet, c'est le volet réflexif. Puis ensuite, je me suis dit, OK, on met l'accent sur l'enseignement explicite des stratégies d'apprentissage. Ça va être ça, le cœur de mon outil. Puis après ça, je me suis dit, OK, on part évidemment à l'enseignement explicite. Les principes sont là, ils sont importants. Mais les approches qui fonctionnent très bien en français langue seconde, qui sont reconnues, je vais les intégrer aussi. Par exemple, je pense au transfert langagier où il y a des comparaisons entre les langues. C'est des éléments que j'ai intégrés à ma trousse. Donc, je vous présente ce que ça donne. Donc, c'est moi la graphiste. J'ai fait ça vraiment de façon autonome, du mieux possible là, pour créer un outil pratique. Donc, chaque bulle est cliquable. Vous pouvez avoir accès là, dans les ressources, là, le lien est là. On a le cœur. Et dans le cœur, on présente des stratégies, on présente l'approche. Puis tout autour, on a 4 activités ou des séries d'activités qui sont complémentaires.
Donc, s'il y a des gens, je ne sais pas s'il y en a qui sont en langue seconde, mais l'approche progressive, la progression doit maintenant aussi être évaluée en langue seconde. Donc, je suis quand même proche là, de ces nouvelles compétences-là qui vont être mises en application en 2027. Donc, voilà, ça, c'est un premier volet. Puis, bon, fait que les étudiants doivent exploiter les commentaires audio envoyés par le prof. Ils vont produire des capsules réflexives. Ils vont réfléchir au français en comparant avec l'anglais. Ils vont discuter de l'orthographe en grand groupe. Là, on est ici dans l'approche de la dictée métacognitive. Là. Donc, c'est le premier volet. Un autre volet, c'est stratégie pour l'oral avec les activités. On a les stratégies pour des stratégies de compréhension, stratégies de révision, stratégies de correction. Et si j'entre à l'intérieur du cœur de chacun des volets, ben, j'ai l'explication. Pourquoi c'est un volet qui est important? Puis tout de suite après l'explication du pourquoi, bien, on a des stratégies très concrètes. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour progresser dans ce volet-là, finalement? Quelles sont les stratégies qui sont utiles? Alors, il y a des propositions très concrètes d'outils et de stratégies que les élèves peuvent mettre en pratique. Et ensuite, ben, on a les activités d'apprentissage, puis on revoit les pictogrammes là, qui sont employés, donc l'objectif qui est toujours présenté, les questions, le questionnement est toujours présent, ces échanges en équipe, la petite ampoule, là, les élèves doivent se fixer des objectifs pour progresser à l'oral et se créer un plan d'action. Donc, ayant des suggestions très concrètes là, à utiliser. Un autre exemple pour la lecture, ben, je présente la stratégie de lecture de l'enseignement réciproque. Et il y a la modélisation avec un modèle très concret de ce que les élèves sont appelés à faire à partir du texte. Donc, au mois de juin, j'avais un recueil papier. Puis, à l'automne, j'ai commencé à créer un site web que j'ai finalement choisi, étant donné que mon temps était limité. Ça me semblait le format le plus simple. Éventuellement, je vais viser un document PDF qui va pouvoir avoir une formule plus stable comme ressource éducative libre. Et voilà, donc il y a Claude qui m'a donné différentes recommandations là, au fil du temps. Et bien, chacun des documents a la licence de la ressource éducative libre. Alors, c'est une première expérience, puis c'est une ressource qui va continuer à évoluer au fil du temps. Puis j'ai trouvé ça fort intéressant là, comme projet. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Annie. Visuellement, bon, c'est sûr, on a tous des compétences distinctes, mais très belle la ressource, là. Il n'y a pas de honte. On n'est pas tous graphistes nés, mais... C'était mes enfants, moi, mes critiques. Je montrais ça à mes enfants, puis ils disaient « Ah non, les ronds sont pas égales. » Mais ça a été... ouais, il y a beaucoup d'essais, d'erreurs là, dans le format. J'ai l'impression qu'il va y avoir une autre itération. J'ai l'impression que je suis dans un processus où c'est une première étape, puis il va y avoir une autre phase là, à cet outil-là. Mais... c'est en plein dans la philosophie des ressources éducatives libres de toute façon. Puis c'est drôle ce que tu dis parce que c'est le cas de plusieurs personnes créatrices de ressources éducatives libres qui ont dit bon, ben là, j'ai travaillé fort cette année, je la dépose, mais c'est sûr que j'ai d'autres idées, je vais en revenir un petit peu plus tard. Ouais, c'est ça. Karine a dit que les enfants sont toujours critiques et sont francs, hein, ils se cachent pas. Oui. Vraiment. Pour dire. Et les conjoints aussi. Les conjoints aussi sont francs. Ouais, des fois c'est plus discret, ça dépend. Je voulais revenir, je vois pas de questions, il y a quelques commentaires comiques, mais sur l'entente Canada-Québec, parce que c'est pas quelque chose que les gens connaissent nécessairement, là. Moi, je l'ai su il y a 2 ans, je crois, parce qu'on a eu un autre projet qui avait été subventionné dans ce contexte-là. Tu pourrais-tu expliquer de quoi il s'agit? C'est une subvention fédérale et provinciale pour les langues secondes ou l'apprentissage de la langue en contexte minoritaire. Fait que c'est vraiment lié. Donc, à mon cégep, moi, je peux obtenir ce financement-là, mais disons pas un prof de littérature dans un contexte francophone.
Et que ça C'est pour soutient l'enseignement du français. spécifiquement l'enseignement des langues. Ça peut être l'anglais, langue seconde. Ça peut être l'enseignement d'une langue dans un contexte minoritaire. Puis, tu sais, je pense à la dame qui vient d'Ontario. Tu sais, il y a probablement d'autres personnes qui peuvent bénéficier de ça. Fait qu'il y a quand même plusieurs possibilités, là. Mais c'est un site Ben, intéressant pour nous aider à développer des ressources. ouais, non, mais je pose la question parce que, je veux dire, on est tous à la recherche de financement, là, puis dans les Oui. situations de compression budgétaire d'autant plus, là, c'est important d'en parler. Je voulais te reposer la question aussi, tu en as parlé un petit peu sur la question du média. Euh, c'est pas toujours évident de choisir le bon média. On n'a pas nécessairement parlé dans les autres projets, mais un petit peu. Mais il y a la question de ce qui est autorisé ou ce qui est possible à l'intérieur même de l'établissement, des fois ce qui est autorisé. Est-ce que il y a eu un site web, quand même, un site web, ça demande un coup de pouce de la part de l'établissement aussi, non? Non, ça a été sur mes épaules. Ça a été le grand manque de ma demande de financement, ça a été de ne pas prévoir. Je pensais qu'avec Jenny Ali, je serais autonome. Puis finalement, Jenny Ali, j'ai pas eu un accueil favorable au Cégep. En tout cas, ça a été un petit peu compliqué là, donc, j'ai décidé de me tourner vers un site web que j'ai géré moi-même. Là. OK, c'est toi-même qui l'as fait. Je ne sais pas. Oui, OK. oui. OK. Mes prochaines demandes de financement, je vais prévoir un budget significatif pour avoir du soutien technologique. Là. J'ai sous-estimé cet aspect-là. Ouais, non, mais c'est une très, très bonne question. Tu parlais de pérennité, là. C'est sûr qu'il y a la question du dépôt éventuel aussi dans un éventuel pavillon Reine, Karine, qui le permettra. Oui, on va avoir effectivement une fonctionnalité d'hébergement. Par contre, au niveau des sites web, on n'hébergera pas de site web parce que c'est quand même très lourd. Mais Ouais. on peut le recenser effectivement dans Pavillon, sans souci. C'est bon. Oui, il y a un commentaire de Mélanie sur la situation. Je vais te laisser le lire, Annie. Mais oui, c'est ça. On est en milieu francophone. Il y a des argents parfois disponibles. C'est ça. Entendre Canada, Ontario. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis là-dessus, moi, je vais passer la parole à Mélanie qui va présenter notre dernière invitée. Et pas la moindre. Merci, Claude. C'est Dans la exactement formule ce que j'allais consacrée. dire. Donc, la dernière présentation aujourd'hui, c'est au sujet d'une REL intitulée Cerveau libre service, penser autrement aux études supérieures. Je vais mettre le lien dans le clavardage dans quelques secondes. Donc, c'est présenté par Mathieu Paré, qui est au département de techniques d'éducation spécialisée au Cégep de Sherbrooke. Donc, à vous, Mathieu. Bonjour tout le monde. J'espère que je ne suis pas en train de partager mon bureau, mais je pense que oui. Donc, je vais faire ça comme ça et là, ça va aller. Merci. Je suis le dernier à présenter, mais j'ai trouvé ça tellement pertinent de vous entendre, de voir vos présentations. Moi, c'est la première fois que je présente, en fait, que j'ai reçu un financement pour la fabrique REL. Moi, c'est un document qui est vraiment plus comme un livre un peu traditionnel, quoique PDF, mais ça reste quand même dans l'idée de. Mais vos présentations m'ont donné vraiment envie de rendre ça plus disons, plus électronique, là, en quelque sorte, ou un petit peu plus. Donc, à suivre, là, ça mijote en fin de compte. Donc, ce que je vous présente présentement ici, c'est, dans le fond, le livre que j'ai pensé pour les étudiants parce que moi, comme chercheur et enseignant aussi, surtout au cégep, là, j'ai réalisé que les étudiants, quand on parle d'études supérieures, je me questionnais si on faisait vraiment ça au cégep et à l'université. Est-ce qu'on réussit en fait à être dans des études supérieures, c'est-à-dire à réfléchir à quand même un certain niveau? Et j'ai réalisé au cégep particulièrement que les étudiants, et en parlant beaucoup de mes collègues, que ça fait 15-20 ans qu'ils sont là, ils voyaient vraiment une différence assez marquée, en fait, dans la réflexion des étudiants qui est de plus en plus, je dirais, à stimuler. Il faut beaucoup faire de choses pour que la réflexion des étudiants s'amorce. Donc, je me suis intéressé beaucoup aux fonctions exécutives et aussi à l'anxiété, qui sont comme
qui est comme un sujet très, très d'importance. Donc, ce livre-là est vraiment un livre pour étudiants d'abord et avant tout, pour peut-être leur réapprendre à avoir un contact avec leurs fonctions exécutives, à être capable d'avoir des outils par eux-mêmes et non pas toujours par demande vers les enseignants. Donc, cerveau libre-service, vous voyez un peu, c'est comme aller un peu à la station-service de son cerveau pour, en quelque sorte, aller chercher ce qu'on a besoin comme essence, comme gaz intellectuel, là, pas seulement au niveau de l'énergie, mais au niveau des fonctions. Voilà, donc juste vous dire que c'est ce que je vous présente, en fait, c'est l'idée aussi du livre, le grand livre, parce que j'ai fait une demande que j'ai déposée il y a quelques semaines pour le grand livre. Pour l'instant, j'ai le chapitre 1 qui a été fait, qui a été financé, et maintenant je demande pour l'ensemble de l'œuvre, si on veut. Donc, c'est quoi les objectifs du livre? Donc, parce que le chapitre, évidemment, fait partie de l'ensemble de l'œuvre. Donc, aider les étudiants à comprendre leur cerveau, évidemment, relier les neurosciences, les émotions et l'apprentissage, puis proposer des outils qui sont concrets pour leurs études. Voilà, comme ça. Le public qui est cible, bien évidemment, vous avez compris, là, c'est surtout les étudiants collégiaux, mais aussi ceux au premier cycle universitaire, en considérant normalement que rendu en maîtrise et au doctorat, on a développé ces fonctions-là. Ça pourrait toucher beaucoup moins, peut-être que certaines ressources que j'ai entendues ce matin, les enseignants, parce que le livre n'est pas dédié aux enseignants, mais pourrait être intéressant à quand même consulter pour les enseignants. Puis évidemment, ben, il pourrait y avoir des gens qui sont hors des cégeps qui pourraient évidemment lire ça, parce que bon, ça peut s'appliquer dans la vie de tous les jours quand même. Bon, l'approche du livre n'est pas très différente de tout ce que j'ai vu jusqu'à date. Je pensais être original, mais je ne sais pas tant que ça. Donc, en fait, on a pas mal toujours le même style de structure, hein. Vous avez tout le monde des contenus pédagogiques, des vignettes, certains zooms scientifiques, peut-être dans mon cas, qui est un ajout. Donc, il y a quand même des éléments vraiment plus de sciences, parce que j'amène des neurosciences, de la neuroéducation, de la psychologie cognitive, pour essayer de mieux saisir, en fait, d'où viennent ces idées-là d'utiliser son cerveau comme ça. Mais la ressource est surtout tournée sur rendre l'étudiant très interactif avec la ressource. Donc, des outils pratiques, des journaux de bord, évidemment. Le livre est écrit vraiment au jeu, si on veut, en fait, au-dessus de mon côté, mais de leur côté. Ils sont toujours en réflexion. Ils sont en réflexion sur leur propre cerveau, ils sont en réflexion sur leur métacognition aussi. J'ai entendu ça dans une des présentations. Donc, sur réfléchir sur leur propre fonctionnement. Donc, je ne cliquerai pas là nécessairement. C'est le lien qui a été déposé dans le Teams, si ça vous intéresse. Jusqu'à date, la ressource a été déposée autour de, je pense que c'est janvier. Donc, vous voyez un peu les stats. Fait, grosso modo, il y a 10 personnes qui l'ont vu sans la télécharger, mais quand même 68 personnes qui l'ont téléchargé. J'ai aussi déposé ce lien-là. Peut-être que ça peut vous intéresser pour vos propres ressources. Sur ResearchGate, si vous êtes un chercheur, une chercheuse, vous pouvez mettre aussi des liens. Fait que j'ai mis un lien, puis j'ai des chercheurs qui l'ont lu aussi, avec des commentaires. Donc, je trouve ça intéressant aussi de dépasser un petit peu le cadre là, officiellement scolaire, si on veut, là. Voilà. Donc, je vous donne quelques print screens dans le fond de la ressource. Vous voyez comme des études de cas un peu typiques. Toujours au jeu, hein, est-ce que tu te reconnais ici? Oui, non, tu sais. Puis ensuite, souvent, je vais mettre des lignes pourquoi. Donc, beaucoup favoriser la réflexion. Des codes QR qui seraient intégrés, hein, c'est un projet. Donc, des codes QR qui seraient intégrés. Mon but aussi, c'est d'amener des podcasts à travers ça qui existent déjà. Donc, Claude, comme tu disais, hein, c'est toujours en raffinement et en évolution, une REL. Donc, mon objectif, ce serait déjà, je vois déjà l'an prochain une autre demande pour pouvoir aller faire des podcasts à ce moment-là avec des étudiants pour leur faire vivre vraiment comme pour entendre leur point de vue sur effectivement les études supérieures, mais particulièrement leur propre fonctionnement et principalement comment l'anxiété affecte tout ça et comment on peut mieux gérer ça. Voilà, donc des questions beaucoup, hein, c'est évidemment tout ça, beaucoup de couleurs, beaucoup d'images, l'utilisation de l'AI, évidemment, ça c'est clair à travers toute l'imagerie. Voilà. Je vous présente rapidement les chapitres. Là, ça va vraiment. On ne lira pas ensemble, évidemment, aujourd'hui. L'idée, c'est juste quels sont les points principaux. Donc, d'abord, chapitre 1, ton cerveau se colloque un peu envahissant. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience-là avec vos étudiants, mais pour moi, les étudiants, quand ils me parlent de leur cerveau,
c'est jamais positif. OK? C'est toujours un problème, c'est toujours surchargé, c'est toujours fatigué, il y a toujours. OK? Donc, grosso modo, on va se parler exactement du cœur du problème dès le départ, c'est-à-dire c'est un cerveau qu'on n'a pas vraiment le contrôle dessus. Alors là, je leur donne les premières clés dans le chapitre 1 sur comment, en fait, le fonctionnement général, on pourrait dire, sans rentrer dans tout ce qu'on sait, là, le cerveau reptilien et tout ça. Oui, on en parle, mais le but est vraiment très pratique pour eux, là, tu sais. Dans le chapitre 2, donc, on approche un peu plus le cerveau exécutif, pas seulement le cerveau global, mais le cerveau exécutif, la partie la plus récente développée par les humains, disons. Et ensuite de ça, de rentrer un petit peu plus dans la neuroscience pour qu'ils commencent à saisir les étudiants, en fait, c'est quoi ça, ces réseaux-là qui travaillent contre ou pour moi à l'intérieur. Donc, pour vous donner tout de suite un petit teaser, un spoiler, c'est vraiment que, tu sais, on a un réseau qui est dans la rumination, qui est beaucoup dans l'anxiété, il est très ciblé. Et quand on réussit à le reconnaître, ben, c'est plus facile déjà d'agir dessus. Chapitre 3, ben là, on rentre plus dans des choses que vous connaissez, évidemment, la concentration, bon, l'attention et tous les facteurs qui fragilisent l'attention. Principalement des choses comme le téléphone cellulaire, évidemment, les médias sociaux. Alors, tout ça part évidemment de recherches que j'ai fait même au Cégep moi-même avec les étudiants pour voir où ils en étaient rendus où. Et on sait maintenant que, par exemple, au Cégep de Sherbrooke, dans le département dans lequel j'ai engagé, ben, on parle environ de 4 heures d'utilisation lors de la journée, non pas la soirée, mais la journée d'utilisation. Donc, entre 7 heures le matin et 5 heures le soir, les étudiants ont en moyenne 4 heures d'utilisation de téléphone. Donc, juste là, on commence à comprendre que ce qui se passe dans le cerveau, c'est qu'il y a une perte de contrôle littéralement du système attentionnel, évidemment. Là, je n'ai rien inventé ici, mais on est capable de mieux le cerner. Ça, c'est chapitre 3. Chapitre 4, bien évidemment, c'est l'organisation, la procrastination qui vient avec, hein, puis qui est liée avec l'anxiété, entre autres. Donc, on va là aussi. L'organisation, ben, c'est une fonction exécutive. Donc, tout est abordé, dans le fond, vraiment autour des principales fonctions exécutives là, du cerveau. Évidemment, ici, beaucoup l'imagerie, donc le cockpit émotionnel, hein, j'aime beaucoup utiliser, j'ai déjà écrit des livres aussi, mais plus pour grand public, qui est en lien avec vraiment avoir un peu un tête-à-tête avec son cerveau. Puis l'image que j'utilise beaucoup, c'est le cockpit d'un avion ou d'une fusée plutôt, parce qu'on va vraiment loin avec ça dans ces livres-là. Mais pour l'école, ça serait, disons, un avion où est-ce que en fait, ben, c'est un cockpit qui existe à l'intérieur de notre tête et il faut apprendre à l'activer, à jouer un peu avec les différents, on va dire, les boutons d'activation. Voilà, chapitre 6, on est dans l'attention, l'hyperstimulation, le multitâche, tout ça. Ça rejoint un peu l'attention, mais on va un peu plus loin. La flexibilité cognitive, être capable de se mettre dans les souliers des autres, hein, être capable de voir la réalité selon d'autres perspectives. Donc, tout ça en chapitre 7. Le 8e, c'est les stratégies d'études. Et bon, voilà. Les retombées du projet, ben, c'est de soutenir la réussite, évidemment, d'essayer d'approcher l'idée qu'on fait des études supérieures et donc qu'on a un cerveau qui fonctionne de manière supérieure, avec des fonctions supérieures. Et le but, évidemment, c'est à la fois de former les étudiants qui s'auto-forment à travers le livre. Puis, ben, là, c'est parce que je ne parle pas du reste, mais on a d'autres choses qu'on fait avec des équipes pour plus former les enseignants. Voilà. Et c'est tout. Bon, déjà, je pense que mon 10 minutes est terminé, probablement. Merci de votre attention. Merci beaucoup. En fait, je pense qu'il restait 1 minute. Donc, merci. Personnellement, je peux dire que je pense que ce n'est pas juste les étudiants et les étudiantes qui bénéficieraient de votre REL. Je commençais à penser, je pense que moi aussi, je devrais aller lire ça. Donc, oui, donc merci beaucoup. Je vois qu'Annie a la main levée si vous voulez poser votre question ou faire un commentaire. Là, c'est une question. Est-ce que tu as pu utiliser certaines parties du livre avec tes étudiants? Est-ce que les étudiants l'utilisent de façon libre ou dans quel cours, quel contexte des bonnes c'est questions. employé? Oui, puis ça m'intéresse aussi parce que vous êtes au Cégep, vous avez parlé de Saint Lawrence dans le grand. Oui, moi, dans le fond, je suis en train de m'impliquer avec Champlain, mais à Lennoxville. Donc, le Cégep de Sherbrooke et Lennoxville aussi. Pour le moment, en fait, c'est tout récent. Hein, le chapitre 1, on parle de là, c'est en janvier. Donc, pour le moment, comme j'ai juste un chapitre, j'ai décidé de plus le
diffuser à travers les conseillers pédagogiques des cégeps de Sherbrooke. À Champlain, c'est parce que là, on va faire une traduction en anglais, évidemment, aussi. Donc, c'est comme un work in progress pour l'année. Mon objectif, c'est d'ici 1 an, tout est disponible en français et en anglais. Et donc, la question, c'est dans quel cours? Ben, en fait, ce qui est le plus saillant, le plus intéressant, c'est dans des cours de méthodologie de travail intellectuel, là. Je ne sais pas si ce n'est pas tous les domaines qui ont ça. Au Cégep de Sherbrooke, en éducation spécialisée, ils ont ça. Donc, ça devient comme exactement la bonne place. Mais mon but, ce n'est pas juste de rester dans des cours précis, mais vraiment de l'offrir le plus possible. Et la façon que je passe pour pouvoir accéder au plus de monde possible, c'est vraiment par les services d'aide étudiants. Par exemple, à Champlain, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste 1 ou 2 personnes qui travaillent là, mais le but, c'est d'élargir ça un peu. Par exemple, au Cégep de Sherbrooke, il y a une quinzaine de personnes qui travaillent déjà là. Fait que déjà, je leur offre la ressource gratuitement, eux se l'approprient, et là, ils vont pouvoir la relayer particulièrement aux étudiants de tous les domaines qui sont en difficulté. Là, tu sais, le fameux 20-25% d'étudiants là, qui vont dans leur service. Merci. Merci du commentaire, Claude. Oui, c'est ça. En fait, aussi, ça me fait penser un peu à ce qu'on essaie de faire à la bibliothèque à l'Université d'Ottawa, c'est que on a une unité qui est responsable de la réussite scolaire, c'est des bibliothécaires et des techniciens et techniciennes en bibliothéconomie. Mais aussi, c'est que dernièrement, on a engagé quelqu'un spécifiquement au sujet de la rétention étudiante parce qu'on a découvert qu'il y avait quand même un problème assez, je pense, quand même important à l'Université d'Ottawa en termes de rétention. Puis, et aussi en fait, de compléter ses études. Puis, c'est ça, donc les sujets dont vous parlez, c'est toutes des choses que je me souviens d'avoir entendu parler comme, pas nécessairement présentées de la même façon, mais par la personne qui, en fait, l'équipe, c'est un projet pilote présentement, et que la raison pour laquelle la bibliothèque est impliquée, c'est que jusqu'à un certain point, il y a comme c'est moins... que c'est un peu moins intimidant de parler avec quelqu'un de la bibliothèque que des fois parler avec quelqu'un qui a vraiment un rapport direct avec nos notes et notre performance académique. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle la bibliothèque est comme impliquée. Donc, je ne sais pas comment ça... Puis, comme je dis, nous autres, c'est nouveau. Je ne sais pas comment ça fonctionne ailleurs, mais je pense que c'est aussi... En tout cas, moi, je vais garder un œil sur votre aile pour que eux regardent ça aussi. Mais peut-être... c'est ça, comme passer à travers les centres d'aide aux personnes étudiantes, mais des fois, c'est aussi les bibliothèques qui peuvent être impliquées. Donc, juste une idée, mais comme je dis, c'est relativement nouveau pour nous à l'Université d'Ottawa d'être impliqués, ou pour la bibliothèque d'être impliqués là-dedans directement avec des gens qui se spécialisent justement comme l'aide aux étudiants. Donc, c'est intéressant. Dans la demande de grande AREL là, pour l'année, j'ai intégré dans le fond une personne bibliothécaire justement du Cégep de Sherbrooke. Tu sais. Fait que ça rejoint un peu le lien là, que vous faites. Fait que, effectivement, dans le fond, le but, c'est vraiment de la diffuser le plus largement possible, sans non plus tirer partout. Dans le fond, être le plus en même temps focus là, sur les personnes qui en ont le plus besoin. Puis ce que vous dites par rapport à l'entrée particulièrement la première année, nous, ce qu'on a remarqué au niveau de la recherche, c'est que la première session est vraiment marquante. Là. La première année, il y a vraiment une diminution de près de, je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais facilement 20% qui vont quitter. Là. Donc, ça se passe vraiment dans la première année, dans la première session. Toute l'adaptation à la vie un peu adulte, il y a beaucoup de choses qui se passent en première session.
Donc, tu sais, l'idée d'avoir un cours porteur où est-ce qu'il y a effectivement, là, on met le focus sur ça, qui est comme transcendant de toutes les autres matières. Tu sais, avant d'apprendre, savoir comment apprendre, comment savoir s'adapter. Donc moi, dans mon monde idéal, mais je n'ai pas beaucoup de pouvoir là-dessus, mais dans mon monde idéal, ce serait qu'effectivement, c'est porté par un cours qui est d'emblée dans tous les domaines, en première session, en première année, autant au cégep qu'à l'université, parce qu'à l'université, c'est encore c'est l'autre étape en quelque sorte. Puis, tu sais, on commence là avec les premières années, ça veut dire que toutes les autres années qui sont déjà rendues justement en première année d'université, ils n'ont pas nécessairement eu ce genre d'accompagnement-là. C'est assez surprenant de voir comment on se retrouve à l'université puis les gens ne sont pas encore capables de s'organiser. En tout cas, je ne sais pas votre feeling par rapport à ça, mais nous, c'est fou là, tout ce qu'on reçoit c'est comme si on commence à apprendre. Il y a quelque chose qui se passe dans notre système qui fait que ça ne fonctionne pas là, avant d'arriver jusque-là. Bref, mais merci du commentaire. Ouais, ben, merci de rappeler qu'il faut apprendre à apprendre, dans le fond. C'est pas nécessairement donné que c'est ça, on n'arrive pas au cégep, au collège ou à l'université nécessairement 100% prêt. Donc, j'espère que votre REL permet de combler petit à petit ce manque-là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires, observations? Il y a quelques personnes qui nous ont quittés depuis le début, mais s'il y a quelque chose qui vous intrigue à la dernière minute avec nos présentateurs et présentatrices qui restent, Claude, je vois que tu as levé ta main. C'est un commentaire sur le titre que je trouve absolument formidable. Hein. Un beau prix pour le titre. C'est important le titre pour aller chercher des clics. Hein? Et ensuite, les lectures, parce que ça commence par ça. Oui. En effet. Je l'aime aussi. Merci, Claude, parce que l'idée, c'est d'arrêter de mystifier tout ça, le cerveau, comme si c'était quelque chose de tellement loin, inaccessible. Il faut aller voir un neuropsychologue pour qu'on. Non. À un moment donné, c'est le cœur de notre existence. Il faut prendre ça comme étant quelque chose qui est accessible. C'est ça. Merci du commentaire. Oui, donc on a d'autres beaux commentaires dans le clavardage. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, je vais déclarer la partie 1 de la vitrine REL terminée. Donc, comme je disais, aujourd'hui, c'était juste la première partie, il en reste 2 autres. Donc, merci beaucoup à nos créatrices et créateurs de REL d'avoir présenté leur projet aujourd'hui. Merci à Claude d'avoir co-animé avec moi. Merci à Marianne et Nadia dans l'arrière-scène. Merci d'avoir remis la programmation du mois de l'éducation ouverte dans le clavardage. Claude, merci d'avoir mis les liens vers les 2 prochaines parties de la vitrine REL. Donc, si ça vous intéresse, allez vous inscrire. La prochaine est le 19 mars à 13h. Et aussi, je pense que plus tôt, Marianne mentionnait que l'enregistrement devrait être disponible bientôt. L'endroit où aller pour ça, une fois que ça va être disponible, ça va être ici. Donc, et les autres parties vont éventuellement être ajoutées là aussi. Donc, un gros merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Puis, je vous souhaite une excellente journée. Bonjour tout le monde, merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Bye bye.